Il ne s'agit pas ici d'une histoire où des millions d'Américains décideraient que le communisme est désormais la solution. Il ne s'agit même pas d'une histoire concernant une classe relativement restreinte d'activistes en déclin social et surdiplômés qui auraient décidé que le meilleur moyen de remédier à leurs propres échecs serait de retenter l'expérience stalinienne. Mais ces diplômés privilégiés de l'Ivy League, spécialistes de l'intersectionnalité, se servent d'un véritable crime pour vendre un faux procès. Malgré leurs absurdités sur la fin de la propriété privée et la destruction de la famille traditionnelle, il existe bel et bien une machine qui pille les nations depuis 50 ans. Ce n'est tout simplement pas l'Amérique. Elle se trouve quelque part entre un système bancaire parallèle, aux îles Caïmans, la City et un baron de la drogue à Caracas. Je vais vous montrer à quoi ressemble cette machine, qui est en train de la détruire à coups de boulets de démolition en ce moment même. Et pourquoi la solution n'a jamais été le communisme? Car le communisme, c'est cette machine. Elle est simplement gérée depuis l'arrière de ce même bâtiment. Je m'appelle Mike Steiger et j'ai passé 25 ans à me battre pour redonner vie au système américain. Les États-Unis ont déjà été confrontés à ce genre de crise. C'est la même arnaque qu'ils mènent depuis près de 200 ans. Pendant que nous nous battons les uns contre les autres dans les rues, les véritables voleurs sont assis dans une salle de réunion, quelque part à Londres, et applaudissent le combat. Comme le disait un vieil ami, quand on vous propose 2 mauvaises options, choisissez la 3e. Alors, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Nous apportons des preuves et nous couvrons l'actualité mondiale comme aucune autre chaîne. Dans cette vidéo, le réseau offshore qui pille les nations depuis 50 ans. Deuxièmement, ce que fait réellement le Trésor américain de Scott Bessent pour démanteler ce réseau qui s'étend de Londres à Téhéran en passant par Caracas. Et surtout, pourquoi la bataille monétaire qui se joue à Tokyo autour du yen japonais est un véritable indicateur de ce qui va suivre. Voici l'argument essentiel, réduit à sa plus simple expression. Une nation crée de la richesse en produisant, en exploitant des ressources minières, en cultivant, en fabriquant et en construisant et en vendant. Cette richesse circule ensuite à nouveau au sein de la nation. Salaires, usines, hôpitaux, routes, recherche et développement. Voilà à quoi ressemble le véritable développement. C'est le cas de toutes les nations industrielles qui ont jamais existé. Mais la mondialisation suit une deuxième voie parallèle à celle-là. Appelons cela le casino mondial. Les dollars qui auraient dû servir au développement d'une nation sont au contraire détournés légalement, discrètement, par le biais de formalités administratives et réacheminés vers une économie parallèle qui ne produit rien. Ils se cachent, puis se multiplient. Et le casino se moque bien de savoir de qui provient l'argent qui franchit ses portes. Les bénéfices des entreprises acheminées vers un paradis fiscal, la part d'un dictateur sur le pétrole de son propre pays, l'argent d'un cartel, le trésor de guerre d'un réseau terroriste. Pour le casino, ce ne sont que des jetons. Personne n'a construit cela par hasard. Le casino est un modèle économique et il est géré par la City de Londres. C'est la maison. Après la chute de leur empire, les hommes qui le dirigeaient ont dû trouver un nouveau modèle économique. La City de Londres est devenue, pour ainsi dire, le gouverneur de la machine impériale. Car lorsque les colonies ont cessé d'envoyer du coton et du thé vers la métropole, la ville s'est mise à construire autre chose, un réseau d'îles nominalement indépendantes. Les îles Caïmans, Jersey, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, l'île de Man. Toutes ces entités blanchissaient une grande partie de l'argent mondial dès son arrivée. Ces lieux étaient juridiquement étrangers, mais financièrement tous rattachés à la livre sterling. Le tout directement relié à ce kilomètre carré, la City de Londres. Aujourd'hui, selon certaines estimations, la moitié de la richesse offshore mondiale se trouve dans une juridiction britannique et la moitié du commerce mondial transite par une forme ou une autre de juridiction confidentielle. Une minuscule société, par exemple au Panama, comptait plus de 100 000 clients enregistrés via les îles Vierges britanniques, avant d'être finalement démasqués. Et voilà le problème.
Les économistes qui ont été les premiers à mettre en lumière ce phénomène cherchaient à comprendre pourquoi les pays riches en ressources d'Afrique et d'Amérique latine restaient si pauvres. Ils ont constaté à chaque fois ce même flux d'argent inexplicable, jaillissant du sol, quittant le pays vers le nord pour aboutir précisément dans ce système offshore. Ce n'était pas un effet secondaire, c'était le modèle économique. En substance, les élites qui en tiraient les profits, ils ne dépensaient même pas cet argent au sein de la société. Il n'y avait même pas d'effet de retombée. C'était la machine qui maintenait les nations pauvres dans la pauvreté et les intermédiaires dans la richesse. Et cela n'a rien à voir avec le communisme ou le capitalisme. En fin de compte, c'est bien plus ancien que les deux. Et devinez quels dirigeants bénéficient d'un soutien international lors des sommets de Davos? Quels dirigeants reçoivent le sceau d'approbation? Quels régimes sont soutenus pour accéder au pouvoir? Que ce soit les mollahs en 1979, Chavez en 1998, ou bien d'autres moins connus. Demandez-vous qui dirige l'État profond à Washington, qui soutient ces partis qui tous méprisent si farouchement notre président actuel. Pourquoi? Parce que leur système, leur modèle économique est en jeu. Prenez le régime iranien d'aujourd'hui. L'un de leurs agents offshore s'appelle Ali Ansari. Ansari possède une douzaine de demeures. 12 demeures situées dans une rue du nord de Londres, appelée Billionaires Row, détenues par l'intermédiaire d'une société écran implantée à Man, un important paradis fiscal britannique. Cet argent aurait pu servir à construire quelque chose en Iran. Au lieu de cela, il a permis aux mollahs de se construire un refuge. Mais la ville ne se contente pas de blanchir l'argent des terroristes. On pourrait dire qu'elle brise les vitres, d'une part, et vend des assurances pour couvrir le coût de leur réparation, d'autre part. Une arnaque typique de la mafia. Ils appellent cela la couverture parfaite, une situation gagnant-gagnant. Depuis 3 siècles, la Lloyd's of London domine le marché mondial de l'assurance maritime. Et chaque fois que l'Iran menace le détroit d'Ormuz, les primes de la Lloyd's ne s'effondrent pas. Elles sont multipliées par 10, voire par 20, du jour au lendemain. Le passage en toute sécurité d'un seul pétrolier peut coûter des dizaines de millions de dollars. Et cela se traduit par des profits colossaux à chaque alerte. La ville qui blanchit l'argent des mollahs impose également au reste du monde, en substance, une taxe terroriste fondée sur le risque qu'elle a elle-même contribué à financer. Face, Londres gagne. Pile, Londres gagne quand même. Voilà tout le stratagème en une phrase. Retirer l'argent des nations et tirer profit du chaos laissé derrière. Mais les communistes évoquent-ils seulement ce problème? Ils sont obsédés par le racisme aux États-Unis et par le fait que les doctorants travaillent dans une ONG soutenue par Soros, ne peuvent plus acheter de brownstone à Brooklyn. Or, c'est précisément cette machine mondialiste que Code Bessent attaque désormais à coups de marteau. Car le régime iranien n'a pas construit une nation. Il a bâti une machine de guerre dirigée par des terroristes, financée par le syndicat bancaire parallèle. Le peuple iranien ne voit jamais cet argent. C'est pourquoi depuis janvier, le Trésor américain, sous la houlette de Bessent, a multiplié les vagues de sanctions visant spécifiquement ce système offshore, les banques parallèles, l'accès de l'Iran aux crypto-monnaies, le marché noir des armes et, oui, je suis désolé, l'homme aux demeures de Billionaires Row. Il a été sanctionné nommément et son réseau de sociétés écrans a été entièrement mis au jour. Mais Bessent ne s'est pas arrêté là. Prenons cet exemple. Une société de Dubaï transférait des millions de dollars à une société écran à Hong Kong, qui acheminait ensuite ses fonds via un intermédiaire en Biélorussie, où un trafiquant d'armes était finalement payé. De même, le corps des gardiens de la révolution islamique pouvait acheter des missiles sol-air portatifs, Manpads, sans que la transaction ne passe jamais directement par Téhéran. 4 pays, un contrat d'armement, aucune trace. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est le système bancaire parallèle qui fait ce qu'il sait faire de mieux. Mais l'opération Fureur économique de Bessent a-t-elle un quelconque effet pour mettre fin à cette guerre de 50 ans entre les États-Unis et l'Iran? En août, les propres médias d'État iraniens ont admis que le coût de la vie avait doublé entre décembre et juillet.
Un plateau de 30 œufs coûte désormais plusieurs centaines de dollars à Téhéran. Les médias d'État ont qualifié cet événement de l'un des plus choquants sur les marchés depuis des années. L'économiste du régime lui-même est intervenu dans les médias d'État pour avertir que la situation risquait de basculer dans une hyperinflation totale. Rien qu'en juillet, l'Iran a enregistré au moins 158 actions de protestation distinctes. Retraités, infirmières, boulangers, ouvriers d'usines en grève, scandant des slogans tels que « Assez de bellicisme, nos tables sont vides ». Après avoir dirigé pendant 50 ans ce casino de la terreur, l'Iran est enfin confronté à ses agissements criminels. Il n'est pas attaqué pour avoir défendu l'Iran, il est mis sous pression parce qu'il pillait l'Iran. Et pourquoi maintenant? Parce qu'aucune autre administration n'a eu le courage de s'attaquer au système mondialiste occulte qui a rendu possible le régime iranien. Et cela ne concerne pas seulement l'Iran, nous avons fait la même chose au Venezuela. Nous avons mis fin aux opérations offshore mondiales qui finançaient Caracas, La Havane, les narcotrafiquants et le culte de la violence raciale dans le tiers-monde. À la place, nous avons créé un environnement stable, propice à l'investissement au Venezuela. Le développement national et non la révolution communiste via l'empire offshore de Londres. Nous ne saisissons pas la propriété privée ni ne privons les nations de leur droit au développement. C'est exactement le contraire. Nous coupons les circuits offshore, les sociétés écrans, les banques parallèles, tout le système offshore. Ainsi, l'argent qui s'échappait de ces nations peut désormais servir les intérêts de la population, et non ceux des régimes fantoches. Et c'est la raison pour laquelle les mondialistes paniquent. Cet empire mondial libéral est dirigé depuis Londres, depuis plus d'un siècle. Aucune autre nation n'a le pouvoir ni la volonté politique de mettre de l'ordre dans tout cela. La Russie, la Chine, ce ne sont que des manœuvres. Seuls les États-Unis pourraient mener ce genre de révolution mondiale. Et si nous ne reprenons pas le contrôle des points stratégiques internationaux, à Téhéran, au Venezuela et ailleurs, il nous sera impossible de remettre de l'ordre aux États-Unis. Aucune nation ne peut être souveraine tant que ce système n'est pas démantelé, et la City de Londres le sait bien. C'est pourquoi leurs communistes radicaux pro-Hamas sont en train de prendre le contrôle du Parti démocrate. En substance, il se crée une nouvelle marge de manœuvre. Soit ces communistes prendront le pouvoir et finiront par détruire l'Amérique, soit ils veilleront à ce que quiconque prendra des mesures pour mettre fin à cet empire libéral offshore soit qualifié, oui, vous l'avez deviné, de communiste. C'est ainsi que la City de Londres mène ses affaires. Elle contrôle les deux camps. C'est pourquoi Trump et Bessent optent pour la troisième voie. Et avant même d'occuper ce poste, Bessent avait déclaré lors d'une interview qu'il voyait venir un grand remaniement et avait affirmé sans détour « j'aimerais y prendre part ». Et il s'avère qu'il ne faisait pas que se donner un spectacle, car on ne démantèle pas par hasard une architecture offshore vieille de 50 ans. On le fait parce qu'on sait déjà par quoi on veut la remplacer. Et cela n'est nulle part plus évident que dans la spéculation monétaire qui a frappé Tokyo cet été. Considérez que chaque jour, en raison de la mondialisation, 9 500 milliards de dollars changent de main sur les marchés mondiaux des devises. C'est environ 70 fois le volume du commerce mondial réel, de vrais navires, de vraies marchandises, de vraies usines vendant à de vrais clients, multiplié par 70 en pari sur les devises mondiales. En 1992, ce rapport n'était que de 12. Une fois les accords de Bretton Woods abrogés en 1971, lorsque Nixon a dissocié le dollar de l'or, les devises mondiales sont passées à un régime de flottement et la banque offshore a pris son essor. Et réfléchissez-y, chaque dollar immobilisé dans une opération de change est un dollar qui n'est pas investi dans une usine, un chantier naval ou dans un prêt accordé à une entreprise cherchant à se développer. C'est le même casino qu'auparavant. Aujourd'hui, il porte un costume plutôt qu'un short et des sandales. C'est ce mal que le système de Bretton Woods initial avait pour vocation de guérir. En 1944, lorsque les Américains ont mis en place un nouveau système financier d'après-guerre,
à l'hôtel de Bretton Woods, dans le New Hampshire, les États-Unis avaient passé la décennie précédente à développer de nouveaux systèmes industriels de pointe. Et ils voulaient que cela serve de base à un nouveau système mondial. La stabilité des taux de change était à cet égard un élément clé. Par exemple, un investissement sur 10 ans destiné à la construction d'une usine pouvait perdre la moitié de sa valeur avant même que celle-ci ne soit achevée, tout simplement parce que la monnaie avait été dévaluée par des spéculateurs privés. C'est la stabilité qui permet à une nation d'investir plutôt que de jouer à la loterie. C'est précisément pour cette raison que Scott Bessent est intervenu sur le yen japonais la semaine dernière. Le Trésor a acheté directement des yens et il l'a fait en vendant des euros et non des dollars. Pourquoi des euros? Eh bien, c'était peut-être là le message de Bessent. Un allié qui reconstruit sa base industrielle bénéficie d'un soutien. Un bloc enlisé dans sa propre dérive n'en bénéficie pas. Et le soutien monétaire de Bessent n'est pas de la charité. L'année dernière, avec le changement de direction aux États-Unis, le Japon l'a clairement affirmé, sans embâge. Il souhaite sortir de l'actuel cycle mortel du mondialisme. Il veut renouer avec la croissance en tant que nation et non subir un effondrement démographique. Le Japon a donc rejoint la révolution mondiale de Trump et s'est orienté vers la revitalisation nationale. De ce point de vue, en intervenant pour stabiliser le yen, les États-Unis disent à toutes les autres nations, qu'il s'agisse de Bruxelles, Ottawa ou Téhéran, abandonnez l'antagonisme, abandonnez l'idée que le communisme est pour le peuple, l'obsession pour les énergies vertes, les migrations de masse ainsi que le trafic de drogue et les opérations terroristes. En substance, il y a un nouveau shérif en ville et il est temps de construire plutôt que de piller et de déstabiliser. Et si vous agissez ainsi, les États-Unis se tiendront à vos côtés. Le Moyen-Orient est partant. Une partie de plus en plus importante de l'Amérique du Sud est partante. Mais vous vous demandez peut-être, et la Chine? Eh bien, dans le cadre d'un véritable accord de Bretton Woods, la Chine devra respecter de nouvelles règles. Elle ne pourra plus subventionner ses propres industries pour ensuite écouler ses excédents sur le marché mondial, pour mettre leurs concurrents en faillite. Ce n'est pas du commerce équitable, ce n'est pas légal. Dans le cadre des accords de Bretton Woods, c'est exactement la même manœuvre que celle menée par Londres via la spéculation sur les marchés noirs, mais en utilisant le commerce comme moyen. Dans un nouveau système, on peut soit subventionner une industrie nationale pour favoriser sa réussite au niveau national, soit laisser cette industrie exporter, mais on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas subventionner une industrie d'exportation. Les opérations de Bessent sur le yen japonais et sa fureur économique s'opposent à l'ensemble du système mondialiste Chine-Londres. Et cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une intervention monétaire, c'est l'offre d'ouverture d'un nouvel ordre mondial. Et les principes fondamentaux sont clairs. Des taux de change stables, un commerce équitable, l'industrialisation nationale, la fermeture du marché noir, la fin des opérations terroristes. En substance, voilà à quoi ressemble la révolution mondiale américaine. Alors, quand la DSA vous dit que le capitalisme est le mal, souvenez-vous de ce que vous avez vu ici. Ce n'est pas le capitalisme qui a construit un manoir dans le quartier des milliardaires avec l'argent du pétrole iranien. Ce n'est pas le capitalisme qui a vidé de leur substance les usines de votre pays. Le véritable combat n'a jamais opposé la gauche à la droite. Il oppose les nations à la piraterie mondiale et au système de contrôle. On pourrait dire que c'est le système américain contre le système britannique. C'est construire ou se faire piller, et cela a toujours été ainsi. Les États-Unis soutiennent à nouveau ceux qui construisent, et cela change tout. Voilà pour ce tour d'horizon. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Et si vous souhaitez contribuer à remporter ce combat, inscrivez-vous à Promethean Action via le lien dans la description. Merci d'avoir regardé, on apprécie vraiment.